je propose que nous passions effectivement la parole euh, à Thibaut. À Thibaut Legros, également de l'IMBE, mais sur un tout autre sujet. Thibaut est doctorant en dernière année, sous la direction d'Elena Ormeno et de Catherine Fernandez de l'IMBE. Et il va nous présenter ses travaux sur la litière, sur les émissions de la litière. Là, on va passer effectivement à la biosphère et aux émissions naturelles que peuvent émettre effectivement les forêts méditerranéennes et également euh, la thématique de la litière qui a été très peu étudiée. Thibaut, tu as la parole. Bonjour à tous, hein. Merci beaucoup de m'offrir cette possibilité de présenter mon travail. Donc, je m'appelle en effet Thibault Legros, je suis doctorant à l'IMBE dans l'équipe Ecosom et je suis encadré par Elena Ormeño et Catherine Fernandez et mes référents à Atmosphère, ce sont Sonia Oppo et Alexandra Armango. Ma thèse, elle s'intitule La litière des forêts méditerranéennes comme source d'émissions de composés organiques volatiles dans un climat plus aride. Quelles conséquences atmosphériques à l'échelle régionale? Donc, tout d'abord, les COV, c'est des composés organiques volatiles non méthanogènes, hein. C'est des petits composés qui vont être émis notamment par les écosystèmes naturels. Les écosystèmes terrestres sont les principales sources identifiées via les émissions, par exemple, d'isoprène de la canopée. Ça va représenter à 90% des émissions totales, soit 200 millions de tonnes de carbone par an, ce qui représente 1% environ de ce qui va être émis par le CO2. On a aussi des émissions de COV anthropiques via la combustion de la matière organique ou les émissions dues à des solvants, mais qui sont quand même bien moins importantes que les émissions d'origine naturelle. En fait, depuis les années 70, on s'intéresse donc à la première source, hein, qui sont les arbres. On a identifié que la lumière et la température permettaient de caractériser ces flux. Et il y a des équations donc, dépendantes de ces variables qui ont été créées, notamment par Günther en 1993. Et en fait, ces COV, ils ont un rôle très important dans la chimie atmosphérique, hein. Ils vont être oxydés et ils vont pouvoir réagir avec les oxydes d'azote et intervenir dans la formation d'ozone troposphérique en présence de lumière et d'oxygène. Étant les premières sources, hein, 90%, et les phénomènes de chimie troposphérique étant bien compris, des modèles ont été créés, hein, notamment le modèle Chimère, qui inclut du coup des modèles d'émissions biogéniques modélisant les flux de la canopée, hein, le modèle Mégane, et qui permettent derrière de modéliser la formation d'ozone. On peut voir, hein, sur la carte en bas à droite, en région PACA, en 2003, la formation d'ozone pendant l'été caniculaire. On sait aussi qu'on a affaire à un changement climatique et le milieu méditerranéen est un hotspot. On attend une augmentation des températures de 8,5 degrés d'ici à la fin du siècle et une réduction des précipitations, notamment durant l'été, d'environ 30%, ce qui peut induire des sécheresses très importantes. Et comme on a vu pour la canopée, hein, les variables abiotiques sont importantes pour les émissions biogéniques de CO2. Mais concernant le sol, du coup, on a peu d'informations. On s'y intéresse depuis les années 2000. Il y a des analyses de litière en laboratoire, de micro-organismes et de racines qui sont faites indépendamment, mais au niveau d'un écosystème complexe, on n'est pas très certain des émissions. Notamment la litière, quand même, ce qui est important de savoir, c'est qu'elle va stocker des composés comme les terpénoïdes ou les composés phénoliques qui peuvent être des COV dans leurs organes de stockage comme les trichomes. Et puis les micro-organismes associés à cette litière vont décomposer et donc participer à la libération des COV. Aussi, la décomposition via des enzymes qui va dégrader, oxyder la matière organique va être une source de petits composés oxygénés. Et puis, on peut avoir une biosynthèse directe, hein, notamment de terpènes et de phénols par les micro-organismes et les racines. On peut aussi avoir une émission via la consommation, notamment des COV comme l'acétaldéhyde et l'acétone par les micro-organismes. Les variables abiotiques, elles aussi, elles vont fortement jouer sur les flux du sol. Donc, tout d'abord, la température, hein, qui va jouer sur la volatilisation des COV.
Ça va jouer aussi sur l'oxydation thermochimique de la matière organique, qui est une source à nouveau de petits composés oxygénés. Et puis ça va jouer sur la désorption via la loi de Henry notamment. Et puis la réduction des températures, elle va plutôt stimuler la déposition. Et puis pour les composés polaires, l'humidité va fortement jouer sur le lessivage dans les couches profondes du sol des COV. On estime environ à 30, entre 10 et 200 microgrammes de carbone par mètre carré par heure les émissions de COV des sols forestiers méditerranéens. Donc l'objectif de ma thèse, il y a un volet expérimental, c'est de mettre en évidence les flux de COVB des sols d'une forêt décidue à l'O3HP et d'une forêt mixte, Coin d'Alep, Chêne Vert, donc Saint-Père-d'Irante, à Font-Blanche. Donc ça représente bien les écosystèmes forestiers de la région PACA. Et on dispose de systèmes d'exclusion des précipitations pour mimer l'impact du changement climatique. Et on a fait des analyses soit online qui permettent d'avoir des mesures sur 24 heures qui sont très intéressantes pour voir la dépendance aux variables abiotiques notamment. Et puis on a fait des analyses GC aussi à Font-Blanche qui nous permet d'avoir une bonne description notamment des types de composés qui sont émis. Mais par contre, on a un peu moins de précision sur la variabilité temporelle parce qu'on peut faire que 4 points de mesure à chaque fois. Et enfin, donc, on va utiliser ces mesures pour intégrer des facteurs d'émission pour la modélisation, en ajoutant aux émissions biogéniques de la canopée les émissions des sols qui ont été mesurées pour observer notamment la formation d'ozone. Donc, au niveau des méthodes, donc pour le premier chapitre, ici, vous voyez qu'on a une parcelle dite stress naturel. Donc, en fait, on l'appelle comme ça parce que les mesures là ont été faites en été et en été, en climat méditerranéen, on a quand même un déficit hydrique. Donc, on parle quand même de sécheresse naturelle et qu'on oppose à une sécheresse amplifiée. Donc, on a exclu de manière dynamique, donc contrôlée avec, c'est des volets qui se déroulent à l'O3HP 35% des précipitations pendant 10 ans. Et donc, en parallèle, on mesure les émissions de COVB dans ces deux parcelles via un PTR TOF-MS qui nous donne voilà, des mesures toutes les 45 minutes sur 24 heures. Et on a associé à ces mesures des mesures de respiration du sol qui sont un proxy de l'activité des micro-organismes et des mesures de chimie de la litière. Concernant Font-Blanche, le dispositif du coup est à peu près similaire, sauf que l'exclusion des précipitations elle est statique, donc c'est des gouttières en place qui ne bougent jamais. Et au niveau des variables, on n'a pas mesuré la respiration. On s'est uniquement intéressé à la température et à la quantité de chaque espèce végétale, c'est-à-dire pin d'Alep et chêne vert dans la litière. Et en dessous, vous avez un peu un schéma de comment on fait pour capter ces COV. Donc, on fait passer un flux d'air dans une cloche et l'air en sortie et passe à travers des tubes absorbants qui vont capter les COV qu'on pourra analyser ensuite en laboratoire. Pour la modélisation, du coup, on a créé trois scénarios issus de notre partie expérimentale. Donc, le premier scénario de référence, c'est Chimère qui utilise Megan 2.1 sans modification. Ensuite, on rajoute donc dans le deuxième scénario la litière. Et enfin, le troisième scénario, on met des facteurs d'émission issus des parcelles en stress hydrique. Et donc, on va regarder quel est l'impact sur la formation d'ozone d'après le modèle Chimère. On a aussi, donc on travaille sur la région PACA, donc on travaille avec des domaines imbriqués et on a une résolution de 3 km sur le domaine étudié. Pour intégrer les émissions de la litière dans Chimère, donc on passe pas directement par Mégane 2.1. En fait, comme on a une équation qui est assez simple de modélisation des flux, qui est juste dépendante de la température. Donc on a un facteur d'émission qui a été calculé pour un écosystème donné, pour le sol, qu'on va multiplier par une exponentielle avec un bêta qui est un facteur de dépendance à la température, multiplié par le delta de température entre la température réelle et la température standard de 30 degrés. Et donc, en fait, en se basant sur CLM4 et via les émissions anthropiques, on ajoute directement les émissions de la litière dans l'émisseur et qui va être derrière processé par Chimère. Donc, au niveau des résultats principaux, donc là, c'est la partie expérimentale à l'O3HP pour la forêt décidue. Donc, on a déjà montré qu'on avait une très bonne corrélation entre les émissions de COV et la température.
notamment le total des composés. On a un R de 0,86. Les petits composés réagissent très bien aussi, hein, l'acétaldéhyde, l'acétone. Et il y a certains composés, par contre, comme les monoterpènes, qui montrent une dépendance un peu moins puissante. Donc ça peut être discuté, hein, sur l'origine des COV. Néanmoins, quand on applique notre équation de modélisation de dépendance à la température, on voit bien, hein, que les flux modélisés en gris sur le graphique d'en bas, par rapport aux flux modélisés en noir, sont très bien corrélés, en tout cas pour le total des émissions. On a aussi montré que, donc toujours à l'O3HP, hein, que le stress hydrique, il avait un fort impact déjà sur l'activité des micro-organismes. Donc on a une réduction de 30% de la respiration. Et on a associé à ça une forte diminution des émissions de CO2, hein, significative aussi, de moins 43%. Là, à droite, vous pouvez voir que tous les graphiques qui sont encadrés en rouge présentent une diminution significative d'émissions quand ils sont dans la parcelle stress hydrique. Et donc là, vous avez les émissions moyennes sur 24 heures, hein, donc qui peuvent paraître assez faibles, hein, quand même, 11 microgrammes de carbone en stress naturel. Mais donc, il faut voir que c'est sur 24 heures. On a des maximums d'émissions à 45 aux heures centrales de la journée. Concernant la deuxième parcelle, donc là, on a une forêt de mixte, donc on a du pin et du chêne vert. Donc déjà, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des émissions très importantes pour comparer à celles de l'O3HP, notamment en monoterpènes et en sesquiterpènes. Donc ça vient du fait que la litière de pin, notamment, est riche en ces composés. Donc ça montre bien qu'en fonction de l'écosystème, on va avoir des différences importantes d'émissions. On a aussi un très fort impact du stress hydrique, hein. Là, c'est 80% des émissions qui sont réduites. Et donc, les hypothèses, bon, bah, ça c'est comme pour l'O3HP. Déjà, la présence d'eau dans le sol, c'est le premier driver de l'activité des micro-organismes en milieu méditerranéen. Euh, mais aussi, on a un impact sur les plantes, hein, qui sont dans ces écosystèmes, qui vont moins synthétiser de métabolites secondaires quand ils sont vraiment en stress hydrique important pendant plus de 10 ans. Et donc, la litière étant moins riche, elle va avoir tendance à émettre moins de COVP. Donc, au niveau de la modélisation, donc là, c'est un exemple parce qu'on est encore en train de travailler sur les scénarios de sortie, enfin sur les résultats de nos scénarios. Mais je vous ai présenté ce qu'on a déjà quand même. Donc, entre le 15 et le 25 juillet 2022, on a modélisé l'ajout de COVB par la litière. Ça représente environ 8% à l'échelle du territoire. Et on a des pics d'émissions qui peuvent atteindre 200 microgrammes par mètre carré par heure en plus dans certaines zones. Et donc ça peut se traduire par des maximums d'ozone. Donc là, on a bien le scénario naturel moins référence, c'est-à-dire que c'est une émission, enfin c'est une concentration en plus nette d'ozone. Et on voit, hein, que l'ajout de COV par la litière peut avoir un impact de façon locale sur les concentrations d'ozone. Donc, pour conclure, donc, au début de ma thèse, on avait déjà une très bonne compréhension des flux de COVB biogéniques, notamment originaires de la canopée, qui représentent quand même 90% des émissions. Donc, on a environ 10 000 microgrammes par mètre carré par heure, hein, qui peuvent être émis. Et on sait que la réduction des précipitations en fonction des écosystèmes va entraîner entre 27 et moins 80% des émissions de cet écosystème. Et donc, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là, hein, sur la formation d'ozone. C'est-à-dire que sur l'isoprène, notamment, Amélie Saunier a montré que le chêne pubescent, qui réagissait au stress hydrique amplifié, entraînait une diminution de formation d'ozone d'environ 6%. Mais pour le pin, on a montré une sécheresse pouvait, dans d'autres articles, hein, notamment Liuzia en 2016, a montré une réduction aussi des émissions d'environ 80%. On ne sait pas quel impact, ça n'a pas été montré quel impact ça pouvait avoir sur l'ozone. Et donc moi, à travers ma thèse, donc ce qu'on a montré déjà, c'est qu'on pouvait caractériser les sols, que en tout cas en milieu méditerranéen, c'était plutôt une source de COV qui pouvait représenter jusqu'à 250 microgrammes par mètre carré par heure, et donc c'est qui pouvait induire des pics d'ozone dans certaines conditions particulières. Que le stress hydrique, qui va avoir un impact sur ces émissions aussi du sol, hein, qui va aller de 40 à moins 80% d'émissions, et qu'aujourd'hui, du coup, nous sommes toujours en train d'analyser nos scénarios pour savoir dans quelle mesure cette sécheresse amplifiée, notamment, pourrait impacter les émissions, enfin les concentrations en ozone. Et bien, écoutez, je vous remercie à tous pour votre attention. Merci Thibault.
Il nous reste 9 minutes pour des questions. Donc là, il y a une première question qui est arrivée sur le chat qui nous dit que effectivement, euh, euh, tu as montré des mesures à l'O3HP et également dans la forêt de la Ciotat. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas faire des mesures également dans les parcs urbains et vérifier que tu as les mêmes informations? Ça, c'est la question que je te poserai. Et puis arrive la question effectivement d'Éric Chrétien qui nous dit que effectivement ces émissions des parcs urbains, euh, voilà, il peut y avoir une hausse des émissions de COV dans les villes dans le futur. Est-ce qu'on en est là? C'est cette question que l'on se pose et que beaucoup de personnes dans la gouvernance de l'air nous posent sur l'impact effectivement de la végétation dans les villes. À la fois sur, effectivement, on sait que c'est bénéfique d'un côté pour l'îlot chaleur urbain, très bien, mais en même temps, au-delà d'une certaine température, bon, ben, on n'aurait plus d'absorption de CO2, on n'aurait plus non plus d'émissions de COV. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur l'influence effectivement de ces forêts? J'ai bien aimé le fait de mettre des guillemets dans les forêts urbaines parce qu'elles ont la queue courte, je dirais. Voilà, donc l'impact des forêts urbaines sur les COV dans les villes et du coup l'impact sur l'ozone. Qu'est-ce que tu en penses? Barbara, évidemment, nous dit dans le chat que évidemment ça dépend du régime de NOx que l'on a. Ça, hein, vous le savez, l'ozone est régi par un équilibre entre deux familles de polluants qui sont les COV et les NOx. Et suivant effectivement la quantité d'émissions de NOx que nous avons, euh, eh bien, effectivement, euh, l'impact sur l'ozone peut être différent au niveau des coves. Et vous le savez, les émissions de NOx en milieu urbain diminuent. Donc, comment tu vois la chose dans le futur? Bah, Pas une déjà, je question voudrais dire facile. que quand même, c'est assez complexe comme question hein, parce que la formation d'ozone, elle est multifactorielle, donc elle dépend des NOx, mais elle dépend aussi du coup des émissions de CO2. En fait, comment dire, pour moi, les plantes, elles vont avoir un rôle très important pour la thermorégulation des villes et l'absorption du CO2, donc qui sont des gaz à effet de serre. Mais derrière, c'est vrai qu'elles émettent des COV qui réagissent plus ou moins dans la troposphère. On sait notamment les terpènes, l'isoprène ou l'acétaldéhyde sont des composés qui vont fortement réagir et on sait que en fonction des plantes qu'on a, que ce soit au niveau des feuilles, mais aussi de leur litière, du coup, parce qu'en fait, la litière ne sont que des feuilles mortes, donc vont conserver un peu la, le profil chimique que peuvent avoir les feuilles vivantes. Donc, en fonction des espèces, on aura des grosses différences de sources d'émissions. Je pense qu'en ville, on a un écosystème particulier. Je suis pas sûr que le fonctionnement, les vitesses de décomposition soient similaires en forêt. Je pense que dans tous les cas, pour répondre à la question, c'est important de se poser la question quel type d'essence on va mettre. Notamment, je pense pas que ne pas mettre de plantes soit une solution parce qu'en fait, on ne gérera pas bien les îlots de chaleur et on pourra avoir d'autres sources de COV. Enfin, l'augmentation de la température impacte directement les émissions de COV. Donc, si on laisse la chaleur augmenter en ville, on a quand même des sources potentielles nouvelles de COV. Mais néanmoins, le type d'essence, oui, va choisir va avoir un impact important. Des espèces trop riches en composés secondaires, comme les terpènes, risquent d'avoir un impact sur l'ozone plus important que peut-être des espèces décidues, notamment hein, le chêne pubescent. On a vu, bon, il est fort émetteur d'isoprène, donc ça c'est. Mais voilà, la question est complexe, je pense, et demande encore beaucoup de travail. D'ailleurs, on a une thèse à l'IMBE qui s'est ouverte sur les flux des litières en ville. Je sais pas si Très j'ai bien. répondu à la question. Irène nous pose la question. Effectivement, Sonia t'accompagne dans la question justement de modélisation, hein, puisque tu as un travail important dans ta thèse sur la modélisation avec Chimère, et notamment l'intégration de ces émissions qui sortent des observations dans le modèle Chimère.
Est-ce que c'est toi qui fais tourner le modèle chimère ou bien l'équipe d'Atmosud nous pose la question? Irène, Alors, j'ai sans j'ai le Sonia, répondre. je ne pourrais pas faire tourner un Chimère, mais par contre, elle prend le temps de m'expliquer les fonctionnements. J'ai suivi aussi 2 formations au LMDE à Paris-Jussieu, où du coup j'ai appris un peu comment fonctionnait au niveau des codes et de l'induction de chaque couche hein, du modèle, comment ça fonctionne globalement. On travaille ensemble, hein, surtout au niveau de Mégane avec Sonia pour essayer de comprendre comment les équations fonctionnent et quel type d'informations il faut donner au modèle. Néanmoins, vraiment la partie coding est vraiment gérée par Sonia et moi j'apprends grâce à elle, mais je ne suis pas du tout encore autonome sur la partie modélisation, dans le sens où je suis encore en phase d'apprentissage. Voilà, bon, en tout cas, effectivement, on travaille d'arrache-pied ensemble sur ces questions. On a aussi quelques difficultés de méditerranéisation du modèle chimère, hein. C'est assez important, effectivement, qu'on ait bien tous la prise en compte des différentes essences dans le modèle chimère. On y travaille. Mais je trouve que tu gagnes en autonomie, effectivement, de plus en plus. Et ta curiosité, effectivement, sur l'intégration de ces connaissances pour la modélisation avec Chimère est tout à ton honneur. Là, il y a une question de Damien qui nous dit que la prise en compte de la litière dans la modélisation montre des intensités de concentration nos zones plus importantes. Et donc la question, c'est dans quelle zone et dans quel régime NOx-CoV? Est-ce que tu peux préciser ça? Alors pour moi en fait on a un régime du coup alors je voudrais pas dire de bêtises mais pour moi on a un excès de NOx et donc chaque quantité de COV qui va être apportée va permettre la formation d'ozone. Donc, on a un régime limitant en CoV. Et donc, moi, de ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que c'est vraiment au niveau des pôles industriels hein, qui sont entourés d'écosystèmes naturels. Le fait de rajouter une source avec les vents dominants va concentrer potentiellement des COV dans des zones avec des émissions de NOx importantes et le modèle du coup a réagi fortement. Donc voilà, c'est des maximums d'émissions à des points donnés. Quand il faut qu'on regarde les moyennes encore à l'échelle de la région sur les 2 mois. Mais ce qui était intéressant de montrer, c'est que de façon ponctuelle, en tout cas, l'ajout de COV dans notre environnement avec des émissions anthropiques plus ou moins importantes a un impact réel sur la formation d'ozone. Très bien, merci. Il nous reste une dernière remarque peut-être. Je rajouterais que Atmosud, dans le cadre du projet Alpaera, avec Sonia et notamment Younes aussi, on s'intéresse aussi à la modélisation inverse. Et je le dis aussi pour Pauline, par rapport à l'intervention de tout à l'heure, c'est que on va vraisemblablement, à partir des observations que nous faisons, ça peut être les observations de Pauline, bien sûr, ou les tiennes, Thibaut, on va pouvoir effectivement après faire de la modélisation d'inverse, euh, gra- intégrée et grâce aussi au modèle chimère. Donc là, il y a une communauté qui existe, une communauté européenne, et on compte bien y faire partie dans les années à venir. Donc là-dessus, dans le cadre du projet Alpaera, Younes fera le test sur les particules, notamment en vallée alpine, etc. Et fera tourner chez nous la modélisation inverse. Cette modélisation inverse, Pauline l'a rappelé tout à l'heure, elle peut être appliquée effectivement également au, euh, au CH4, au CO2, mais également quoi. Voilà. Merci Thibaut. On est dans Merci les à temps, vous, merci beaucoup. 10h30. Je rappelle qu'il est toujours possible après de reposer des questions hein, plus tard et à tête reposée à tous les doctorants. Bon courage pour les cours aussi. Je sais que tu donnes des cours dans pas très longtemps. Merci beaucoup. Merci.